table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour, 10 années sont passées de ce triste jour du 19 janvier 2007 où Hrant Dink a été assassiné devant le siège de son journal Agos. Une perte de plus en plus ressentie de ce grand homme qui aura marqué l'histoire récente de la Turquie et contribué à la transformation de la société turque. Une société dont une grande partie était loin de pouvoir ou de vouloir admettre que l'on brise des tabous bien enracinés en elle. Un homme qui apprenait la réconciliation entre les peuples, portant la paix en lui, dans un environnement pour le moins haineux à l'égard de l'autre, surtout quand l'autre est arménien. Ce Carture Table est dédié à Hrant Dink avec un de ses amis, Ragıp Zarakolu, fondateur des éditions Belge, longtemps lui-même emprisonné, avec sa femme, on s'en souvient, Ayşe Nour, qui est décédée depuis. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Nous sommes avec Armen Kümcian, président de la FAJA, qui nous parlera de toutes ces procédures et ce procès qui n'en finit pas en Turquie, et Gorun Aprikian, qui depuis une dizaine d'années va en Turquie, étudie la société turque et nous apporte récemment une pièce de théâtre qu'il a coécrite avec Éric de Roquefeuille. Éric de Roquefeuille, une pièce qui s'appelle Bosphore. Je remercie Vilma Kümcian qui est avec nous pour nous aider dans la traduction. Et cette émission donc va parler de Hrant Dink et nous commencerons avec l'assassinat. Ce jour, Armen Kümcian, où on a été tous choqués d'entendre que cet homme qui a commencé à prendre sa place à la fois dans la société turque, mais aussi arménienne, à travers le monde. Ce jour-là, on l'a vu sur les chaînes, sur les écrans, par terre, assassiné. 2 mots pour nous rappeler un peu ce qui s'est passé ce 19 janvier 2007. Le 19 janvier 2007, Ogün Samas, qui est un jeune lycéen de 17 ans, un mineur, qui est un habitant de Trabzon, se trouve à Istanbul depuis au moins 48 heures chez son oncle et se rend au journal Agos. Il se rend d'ailleurs une première fois dans le local pour demander à rencontrer Hrant Dink. Dink n'était pas arrivé. Donc il repart. Alors on verra, et ça fait partie de l'enquête et des choses assez troublantes dans l'enquête, qu'il va immédiatement s'installer dans un cybercafé qui se trouve dans une rue adjacente. Il y restera 1 heure, il consultera Internet pendant 1 heure et puis il décide de ressortir. Et là, visiblement, puisque autant le dire immédiatement, Ogün Samas n'est pas seul. Ogün Samas n'est pas seul, il y a toute une logistique derrière lui qu'on a cachée pendant longtemps, mais finalement il est prévenu que Hrant Dink était arrivé au siège du journal Agos, donc il s'apprête à l'attendre. Hrant Dink descend une première fois à la banque pour chercher de l'argent, mais on lui dit qu'il doit revenir, et ce premier laps de temps, Ogün Samas rate sa cible, et lors du second séjour, enfin en tout cas lorsque Hrant Dink redescend une seconde fois pour aller à la banque, cette fois-ci lorsqu'il en sort, Ogün Samas suit Hrant Dink. A priori il a été aidé, il n'était pas seul, il y a des témoignages là-dessus. Il y a quelqu'un qui a ralenti aussi la marche de Hrant, et Ogün Samas lui a tiré dans le dos, lui a tiré même 2 balles dans la tête, dans la nuque. C'est une signature. C'est comme ça que Talaat avait été assassiné, et c'est un peu presque 100 ans après la vengeance de Talaat. En tout cas, dans son état d'esprit, c'est un peu ça. Et il s'enfuit en courant. Ceux qui l'assistaient se dispersent, je dirais, tranquillement. Et puis, c'est comme ça qu'il est assassiné. Ogün Samas sera arrêté 24 heures plus tard, lors de son trajet de retour à Samsun, alors qu'il se rendait à Trabzon, là où il demeure. Et nous allons
voir qu'il y a même des policiers qui vont se photographier fièrement aux côtés de Samas. Alors, Ögün Samast, il est repéré rapidement. On sait qu'il est dans l'autocar qui le ramène à Trabzon. Et le premier arrêt, c'est la ville de Samsun. Donc là, le service de l'antiterrorisme le sait. Il demande d'ailleurs que Ögün Samast soit arrêté et immédiatement transféré à Istanbul. Mais ce n'est pas ce qu'ont décidé l'antiterrorisme, et en tout cas la police et la gendarmerie de Samsun, qui l'interpellent une première fois. Lui font passer effectivement une première audition dans laquelle, comme un discours appris par cœur, Ögün Samast s'accuse du crime et en tout cas dit et précise qu'il a agi tout seul parce que Hrant Dink aurait insulté le sang turc. Et dans le cadre de cette interpellation, effectivement, 2 policiers qui l'encadrent se font photographier avec lui, avec le drapeau turc que Ögün Samast avait sur lui le jour de son arrestation, et sous une affiche où figurait un slogan nationaliste dont je n'ai plus la traduction exacte, mais qui grosso modo disait que il y avait une nation pure qui était la nation turque, et c'est dans ce registre-là, si vous voulez. Ragıp Zarakolu, comment avez-vous appris la nouvelle de l'assassinat de Hrant Dink? Hrant Dink'in öldürülüşünün haberini nasıl aldınız ilk defa? İlk öldürüldükten herhalde kısa bir süre sonra oğlum telefon etti. Ben Amerika'daydım o zaman. O dönem Amerika'da kalıyordum. Hatta Amerika'ya gidiş biletimi de Hrant almıştı. Çünkü ben biletim vardı, iptal etmiştim. O ısrar etti gitmelisin diye. Ben de ısrar ettim. Sen de gitmelisin diye, ama maalesef bu gerçekleşmedi. Peu après son assassinat, c'est mon fils qui m'a appelé. J'étais à l'époque aux États-Unis et il faut dire que c'est Hrant qui avait acheté mon billet d'aller pour les États-Unis, et moi j'avais insisté à ce que lui aussi il vienne avec moi. Et quel impact ça a laissé sur vous qui étiez loin? On connaît votre amitié avec Hrant Dink. Et quelle était la relation qui vous liait et depuis quand? Biliyoruz ki siz çoktan arkadaştınız Hrant Dink'le birlikte. Onun ölümünü haber aldığınızda nasıl duygularınız nasıl oldu? Aslında bir şok yaşadım ve aslında ağlayamadım bile o şoktan dolayı. Ancak 40. gününde New York'taki Ermeni Kilisesi'nde ayin vardı. İlk defa orada ağlayabildim. Bir ortak arkadaşımız Ali Nişanyan'ı gördükten sonra orada ilk defa şey yapabildim. Asla kabullenemedim. Bir de arkadaşları olarak onu zorla götürmeliydik. Yani kendisine bırakmamalıydık diye düşündüm. J'étais bien sûr très choquée. Je n'ai même pas pu pleurer quand j'ai appris la nouvelle de son assassinat. C'est seulement 40 jours après, à l'église arménienne de New York, au 40e jour de son assassinat, quand il y avait une messe à l'église arménienne de New York, quand j'ai vu notre ami commun Nishanyan, c'est là que j'ai pris conscience et j'ai pu pleurer. Je n'ai jamais pu accepter cette nouvelle. Pour vous et pour les camarades, parce qu'il y a toute une histoire depuis les années 70-80, tout un groupe de gens qui ensemble réfléchissent, pensent à l'avenir de la Turquie. Quel a été, non pas le choc vécu, mais est-ce que on a senti qu'avec la disparition de Hrant Dink, un vide se créait, ou finalement Hrant avait pu aussi avoir ses héritiers, ceux qui allaient le suivre dans ses pensées et dans ses actions?
Siz biliyoruz ki seulement j'ai oublié de dire juste avant, il avait aussi dit que il fallait, j'ai regretté à ce que qu'on n'ait pas amené de force Hrant avec nous. Yok, bir şey unutmuştum, onu söylüyorum. Et j'ai regretté à ce que je l'ai pas amené avec moi aux États-Unis de force. Şimdi siz grup olarak, yani arkadaş grubu olarak Hrant Dink'in bir şok içinde bulundunuz tabii ki onun ölümünü haberini aldıktan sonra ve bir boşluk oldu tabii bu, yani Hrant'ın ölümü bir boşluk yarattı bu entelektüeller, aydınlar arasında. Onun görevini nasıl devam edecektiniz? Ona dair nasıl şeyler alabildiniz? Yani nasıl onun ölümünden sonra onun bıraktığı boşluğu nasıl kapatmaya çalıştınız? Et qui sont les héritiers? Ve onun devamında kimler onun devamını getirdi, yani onun aydın olarak kimler geldi ondan sonra? Türkiye'de bir ruptür, bir kırılma oldu Hrant Dink'in ölümünden sonra. Yani birçok liberal aydın açısından Hrant enteresan bir adamdı, ilginç bir adamdı. Ama ancak onun trajik bir ölümünden sonra onların kafasında bir değişim yaşandı. Ve ilk defa soykırım konusunda doğrudan konuşmaya başladılar. Halbuki biliyorsunuz Hrant daha çok bir tuzak olduğunu düşünüyordu soykırım tartışmasının, Türk devletinin, ve o önceliği Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin düzelmesine ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasına veriyordu. Fakat ölümüyle birlikte Türk entelijansiyası o yaşadığı şokla Ermeni soykırımı gerçekliğini kabul etti. Donc il y a eu un point de rupture avec son assassinat. Vous savez que les intellectuels, les libéraux en Turquie pensaient que Hrant était un homme intéressant, différent, original, mais avec sa mort il y a eu une rupture. Pourquoi? Parce que la première fois ça nous a ramené vers le génocide en Turquie, et on a commencé à parler du génocide. Vous savez que Hrant Dink pensait qu'il ne fallait pas d'abord parler du génocide, mais améliorer les relations entre l'Arménie et la Turquie, et que la Turquie, il fallait qu'elle entre d'abord dans l'Union européenne, et c'est après qu'on parlerait du génocide. Biliyorsunuz Hrant laik biriydi, seküler biriydi, ama ölümüyle birlikte, kendini viktimize kurban etmesiyle birlikte adeta mistik bir misyon yerine getirmiş oldu. Donc vous savez que Hrant était quelqu'un une personne laïque, séculaire, mais avec sa mort, son assassinat, il a mis en place c'est comme si qu'il avait réalisé une mission religieuse avec son assassinat. Aynı Hristiyan azizleri gibi. Comme les saints dans la religion chrétienne. Alors, nous connaissons votre histoire, Ragıp Zarakolu. Vous avez pris beaucoup de sacrifices. Vous êtes parmi les premiers, si ce n'est le premier, qui est édité, qui est parlé en Turquie avant Hrant Dink, avant que l'apparition et la renommée de Hrant Dink, du génocide arménien. Vous avez pris avec votre épouse à l'époque des risques inimaginables. Vous avez été emprisonné. Mais qu'est-ce qui distingue Hrant Dink? Est-ce que c'est parce qu'il était arménien que dans ce groupe-là, il a été ciblé, non pas par son assassinat seulement, mais bien avant par les services de renseignement? Est-ce que le fait qu'il parle du génocide, qu'il ait parlé de la fille d'Atatürk, a fait de lui l'homme qu'il est devenu, ou vraiment Hrant Dink, avec ses idées, avec sa réflexion, avec son courage aussi, est devenu la star des intellectuels à l'époque? Sizin hikayenizi biliyoruz Ragıp Bey. Siz Türkiye'de ilk
kişisiniz, ilk aydınsınız. Hrant Dink'ten önce dahi soykırımdan bahseden eşinizle birlikte. Bunun içinde defalarca hapise girdiniz, çıktınız. Fakat Hrant Dink'i farklı kılan nedir? Ermeni olması mıdır? Sabiha Gökçen hakkında konuşması mıdır? Yoksa Hrant Dink farklı bir insandı, çok cesur bir insan olması mı onu farklı kıldı diğerlerinden? Onu farklı kılan aslında liderlik özelliği olan bir insandı ve Türkiye'deki Ermeni toplumunu izolasyondan çıkarmak istiyorduk. Türkiye'deki Ermeni toplumunu o hapsolduğu yerden çıkarmak istiyordu. Yani Agos gazetesi de bunu amaçlıyordu. Bir yandan Ermeni toplumunu canlandırırken bir yandan da Türkiye toplumunun Ermeni toplumunu tanımasını amaçlıyordu. Sadece Ermeni soykırımı inkar edilmiyordu. Aynı zamanda Ermenilik de inkar ediliyordu. Ermeniliğin her şeyi anıtlarıyla, tarihiyle, kültürüyle silinmek istiyordu. O aynı zamanda Ermeniliği Ermeni toplumuna tekrar kazandırmak, aynı zamanda Ermeniliği Türkiye toplumuna tanıtmak istiyordu. Donc ce qui l'a rendu différent, c'est son leadership. Il voulait sortir la communauté arménienne de son isolation en Turquie. Donc c'est ce qu'il voulait faire aussi avec Agos, avec ses articles publiés dans Agos. Il voulait que la Turquie connaisse l'arménité, les Arméniens. Il ne voulait pas seulement que la Turquie connaisse le génocide arménien, mais qu'il soit plus proche de la communauté arménienne, parce que on niait également l'arménité en Turquie avec sa culture, son patrimoine. Hrant Dink, l'homme, quels étaient ses traits de caractère? Comment était-il en tant qu'ami, en tant que copain tous les jours? Hrant Dink insan olarak, yani kişi olarak nasıl bir insandı, karakter olarak, arkadaş olarak? Yani arkadaşlık kavramına en uygun insan diyebilirim. Aynı zamanda çok patetik, heyecan dolu ve bir yandan da karizmatik özellikleri olan bir insandı. Yoksulluğun içinden gelmişti, zor koşullar içinden gelmişti. Ama bütün bunları aşıp yaratıcı olmayı başarmış biriydi. Yani onu ilk tanıdığımda adı zaten Fırat'tı. Fırat olarak tanıdım onu. Tanıdığınız anda ondan etkilenirdiniz. Mesela soykırım konusunda Hrant'la ben farklı düşünüyordum. Hrant öncelikli değildi Ermeni soykırımının tanınması. Benim için öncelikliydi, eşim Ayşe için de. Fakat Fransa'daki kabul sırasında bana teklif ettiği vakit bildiriyi imzalamamı, bunun yardım etmeyeceğine, sorunun çözülmesine, ben hayır diyemedim farklı düşündüğüm halde. Biraz da diye düşündüm, belki böylece Hrant Dink'i kurtarabiliriz. Çünkü hep Hrant için endişeliydim. Ama maalesef Hrant Dink'in bu konudaki tavrı onu hayatını kurtarmak için yeterli olmadı. Alors, en ce qui concerne l'amitié, c'était la personne la plus proche de cette notion d'amitié. C'était quelqu'un très d'émotionnel, très charismatique. Il était venu de la pauvreté, des entrailles de la pauvreté, dans des conditions difficiles. Et il avait pu s'en sortir, et il était devenu quelqu'un de créateur. Et lorsque je l'avais rencontré pour la première fois, il s'appelait Fırat. Il avait turquisé son prénom. Mais dès que vous l'aviez connu, dès que vous le connaissiez, vous étiez touché par lui.
En ce qui concerne le génocide, lui et moi, on pensait différemment, ainsi que mon épouse. Pour lui, c'était secondaire, mais pour moi, c'était prioritaire, la reconnaissance du génocide. Mais lorsqu'il m'a demandé de signer la pétition concernant la pénalisation quand il était contre la pénalisation du négationnisme en France dans les journaux, je n'ai pas voulu le contredire et j'ai signé cette pétition, mais c'était juste pour l'aider. Je pensais que en faisant ainsi, j'aurais pu aider Hrant de sortir de la situation dans laquelle il était. Mais cela n'a pas servi. Armin Kuninja. Oui, je crois que ce qu'il faut surtout dire, c'est que Hrant Dink, c'est une méthode. Il nous a tous bluffés parce qu'il imposait une méthode, c'est celle de l'empathie. Pour lui, il ne servait à rien d'imposer à son contradicteur l'exigence d'une reconnaissance préalable avant toute discussion. Lui, ce qu'il voulait, c'est toucher au cœur, parler en tant qu'être humain, être capable d'écouter ce que effectivement un concitoyen turc avait à lui dire, les peines qu'il avait à lui exprimer, pour qu'en retour, à la fois ce Turc qui a priori et jusqu'à maintenant, du fait d'une éducation effectivement et d'une histoire officielle extrêmement prégnante, puisse écouter l'histoire des Arméniens, l'entendre et l'appréhender et la faire sienne. Et c'est une méthode qui était tout à fait nouvelle, puisque jusqu'à présent, la communauté arménienne de Turquie ne s'exprimait pas. On n'entendait que la diaspora, qui mettait comme préalable à toute discussion, non seulement avec les autorités turques, mais même avec les Turcs, je dirais dans cette continuité, l'exigence d'une reconnaissance. Et ça, c'était pas du tout l'approche de Hrant Dink. La deuxième chose qu'il est important de souligner, c'est que toute cette époque correspondait à un contexte politique important, où l'AKP avait pris le pouvoir, l'AKP effectivement avait décidé, en tout cas avait fixé comme priorité de sa diplomatie l'adhésion à l'Union européenne, et avait lâché du lest sur les libertés publiques et notamment le droit des minorités à pouvoir s'exprimer. Et c'est dans ce contexte-là effectivement que lui a pu ouvrir, en tout cas cette brèche qui était ouverte, il est rentré dedans, comme de nombreux intellectuels, et effectivement, ils ont eu des avancées assez extraordinaires au niveau de la liberté de parole, au niveau de l'expression. On parlait de choses dont on n'avait jamais l'habitude de parler, et Hrant Dink a été un précurseur par rapport à ça. Et on parle effectivement de cette question, de son opposition expresse à la pénalisation du négationnisme, parce que lui était lui-même victime de poursuites judiciaires sur le fondement de l'article 301 du Code pénal sur l'atteinte à la turcité, parce que justement lui parlait de ces questions-là. Et sa philosophie, c'était la liberté de parole absolue, et il y avait en Turquie une histoire officielle qui était imposée, et justement il fallait s'en départir. Et pour lui, sa perception des lois que en France ou en Europe on essayait de faire voter, c'était l'instauration à contrario d'une autre histoire entre guillemets officielle, et c'est pour cela qu'il était effectivement et sincèrement opposé à ces lois. Faut pas prendre Dink comme un otage lorsqu'il s'est exprimé ainsi. Il était profondément sincère, et là-dessus je crois que la diaspora, autant faire le ménage et balayer devant notre porte, a très mal reçu ces réactions de Hrant Dink, et je crois qu'il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites à son sujet, et il serait peut-être aussi aujourd'hui l'occasion de dire que nous aussi, mea culpa, en diaspora, on a dit et on n'a pas toujours soutenu comme on aurait dû le faire Hrant Dink. Alors, Corinne Aprican, vous avez hier présenté votre pièce Bosphore. Hrant Dink, vous ne l'avez pas connu personnellement, mais nous l'avons tous connu. On peut aujourd'hui dire que nous connaissons très bien le personnage, ses idées, ses angoisses, et Armin Kuninja vient de parler aussi de la méthode Hrant Dink. Alors, cette pièce est très intéressante parce que c'est la rencontre avec un ami, et vous mettez en avant aussi cette relation, cette amitié, ce personnage avec sa simplicité, et sur un bateau, une histoire toute simple mais toute profonde à la fois.
2 mots sur la pièce, mais le message surtout de cette pièce, Bosphore. Oui, parce qu'effectivement, je n'ai pas connu Hrant Dink. En fait, je l'ai rencontré à son enterrement. J'ai été à l'enterrement de Hrant Dink et été profondément bouleversé par l'hommage qui lui était rendu par la population. C'était, moi j'estime, enfin de ce que j'ai vu, 200 000 personnes avec des pancartes qui disaient « Nous sommes tous arméniens, nous sommes tous Hrant Dink ». C'était bouleversant. C'était un moment très fort et il était évident que Hrant Dink avait réussi à créer une brèche, à créer un lien entre les communautés, parce que c'était écrit dans toutes les langues, en kurde, c'était écrit, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit qu'il était arabe, enfin c'était un moment d'une infinie puissance, et quelque part, si Hrant en tant que personne était décédé, quelque chose venait de naître. Et c'est en cela où, effectivement, il y a quelque chose, je rejoins Monsieur Zarakoglu, il y a quelque chose de mystique en lui, c'est-à-dire que son décès a fait naître une nouvelle chose, une nouvelle espérance, paradoxalement. Il y a eu comme une erreur de la part de ceux qui l'ont tué, en pensant qu'en le tuant, ils allaient faire taire son message, mais ils l'ont au contraire répandu. Et c'est vrai, par exemple, on voit bien que son message, qui n'était pas forcément audible par la diaspora, en tout cas pas entièrement audible par la diaspora, l'est devenu à sa mort. Et Hrant a réuni à ce moment-là, enfin la mort de Hrant plus exactement, a réuni tout l'ensemble, à la fois l'ensemble des Arméniens, l'ensemble des démocrates en Turquie, et il a été ce point de convergence d'un certain nombre de forces. C'est à ce moment-là où j'ai eu envie d'écrire cette pièce, de lui rendre hommage à travers une histoire et une fiction qui raconte de façon fictionnelle la conversation de Hrant avec un ami pêcheur avec qui il avait l'habitude d'aller pêcher. J'avais entendu dire qu'effectivement il aimait beaucoup pêcher, qu'il avait un ami pêcheur. Évidemment, le personnage est complètement inventé. Ce n'est pas le personnage réel qui était ami avec Hrant, mais ça donnait le prétexte à travers leur conversation, à illustrer les idées et la vie de Hrant Dink. Alors, nous allons parler avec vous, Ragıp Zarakoglu, un peu plus tard de la situation en Turquie, mais nous allons essayer de rentrer dans ce lourd procès qui dure avec Armen Kuyumcan et voir pas seulement où on en est aujourd'hui, mais déjà les grandes phases de ce procès. Il y a eu des arrestations, des gens ont été relâchés, beaucoup de témoignages, des heures et des heures de procès, de changement de juge. Qu'est-ce qui caractérise ce procès Hrant Dink? 10 ans, c'est quand même assez dans un régime policier pour savoir qui a fait quoi. Pour résumer, je dirais que c'est un crime d'État et le procès de ces assassins, bien évidemment, épouse les fluctuations politiques et le contexte politique du pays. Et en 10 ans en Turquie, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a 10 ans et même un peu avant, effectivement, il y avait cette ère de libéralisation. La Turquie était aux portes de l'Europe. Il y avait une véritable liberté d'expression. Et puis il y a eu, je parle du contexte général, sur ces 10 ans, il y a eu ce qu'on a appelé l'affaire Ergenekon, où concrètement, on a découvert qu'il existait au sein de l'État ce qu'on appelle l'État profond, des réseaux et des cellules qui étaient prêtes à organiser un coup d'État et à renverser le pouvoir de l'AKP, le pouvoir islamo-conservateur de Erdogan. Et parmi les moyens et la mise en place de ces coups d'État figurait un plan CAFES qui justement avait pour objet de terroriser les minorités,
minorités religieuses, chrétiens, arméniens, grecs, les missionnaires, pour créer un climat de peur et de terreur, pour qu'on appelle l'armée au secours, en disant que vous voyez bien que ce régime n'est pas susceptible de protéger les minorités, voire même des attentats contre des musulmans, contre des mosquées. Donc il y a effectivement, et on s'est aperçu que dans ce plan Ergenekon, il y avait la programmation et l'assassinat de Hrant Dink. Donc ça, c'est le contexte général jusqu'aux années 2005-2009. En 2013, l'AKP entre en guerre contre la confrérie Gülen. Et parce que effectivement, ces mêmes procureurs qui avaient poursuivi les généraux et avaient instruit les dossiers Ergenekon se sont maintenant, en 2013, attaqués à une corruption au sein de l'État même, en mettant et en inculpant 3 fils de ministres. Et Erdogan l'a pris comme une déclaration de guerre de la confrérie Gülen contre lui, contre son pouvoir. Et là, ça a permis aussi au procès de rebondir. Donc ça, c'est une manière de planter le décor général du procès, de ses évolutions. Et rebondir à cette époque, dans quelle direction? Alors, j'y viens, parce que jusqu'à présent, et ça a été jusqu'en 2012, et les audiences auxquelles nous avons assisté, on a depuis le début, je dirais, une enquête officielle avec une vérité officielle qu'on essaye d'imposer et de faire juger. Et pendant ces 5 années de procès, qui est un procès qui a commencé en juillet 2007 et qui s'est terminé en janvier 2012, ni la cour d'assises qui, dans le cadre de la procédure pénale turque, doit instruire le procès, c'est pas comme en France avec un juge d'instruction, mais c'est la cour d'assises qui doit instruire le procès, n'a jamais répondu aux requêtes de la famille Dink, ni le procureur qui a la charge, lui, de poursuivre les criminels, n'a jamais voulu entendre les requêtes de la famille Dink pour demander des mises en cause, des auditions, des reconstitutions de preuves, etc. Parce que, effectivement, il y a eu, dès le mois d'avril 2007, donc 3 mois après l'assassinat de Hrant Dink, un acte d'accusation où il y avait 18 inculpés, avec essentiellement 3 personnages. Ogun Samast, un jeune mineur de 17 ans qui a tiré sur Hrant Dink. Yassin Ayal, qui est une sorte de personnage un peu brutal qui était serveur de thé dans les partis d'extrême droite turque, que ce soit le MHP ou le BBP, mais dans la région de Trabzon. Et puis Eren Tunçel, qui lui était officiellement un étudiant en économie, mais qui en réalité était un indicateur de la police et qui avait déjà renseigné la police du plan, du projet d'assassinat contre Hrant Dink. Donc, si vous voulez, l'enquête officielle avait pour objet de nous dire que il y avait effectivement au sein de la commune de Trabzon, dans le quartier de Pelitli, un groupe de personnes proches du parti BBP qui fomentaient une haine contre Hrant Dink, haine qui était justifiée par les condamnations dont il avait fait l'objet sur le fondement de l'article 301 et de l'atteinte à la turcité, et qui expliquerait l'assassinat de Hrant Dink. En réalité, et on l'a vu dès que l'enquête a été ouverte, on s'est aperçu de beaucoup de choses, de destruction de preuves. Par exemple, les images de vidéosurveillance de la banque qui se trouve juste en face du siège d'Agos ont été bien évidemment saisies le jour du meurtre, puis ont été transmises à Ankara, et lorsque les avocats de la famille Dink ont voulu récupérer ces éléments-là, une partie très importante de ces images vidéo avait disparu. Mais qui ont réapparu alors, ça fait partie dans mon introduction, dans mon propos introductif, quand je vous dis que c'est effectivement un procès qui épouse la situation politique du pays. Donc, jusqu'à présent et jusqu'en 2012-2013, enfin, je veux dire, elles sont réapparues cet été, donc jusqu'à l'été 2016, ces images, on les pensait perdues ou alors bien cachées. Et effectivement, une partie est revenue, mais lorsque l'on veut instrumentaliser effectivement l'enquête contre une partie, en disant, voilà, regardez, ce sont des
policiers qui étaient là, qui surveillaient Ogun Samas, qui était derrière lui et qui étaient des gulenistes. Donc voilà comment cette partie des choses ressort, mais il ne faut pas oublier aussi que l'attentat a également été pensé, commis, exécuté avec l'aide, le soutien de kémalistes et de gens très proches du mouvement Ergenekon, que ce soit Veli Küçük, l'un des fondateurs du JITEM, ce réseau parallèle de la gendarmerie qui était à l'initiative des procédures judiciaires contre Dink. Donc, vous voyez, tout ça, c'est quelque chose d'assez complexe. Armin Kouykian, vous êtes en train de dire que la police était au courant. Et il y avait même un chef des renseignements qui, il y a quelques jours, disait que moi je prenais tous mes ordres du Premier ministre de l'époque, Erdogan. Est-ce qu'il faut supposer que d'un côté c'est Ergenekon, donc c'est un mouvement à l'époque anti-Erdogan, à bien des égards, et d'ailleurs c'est Erdogan qui a mis en prison une partie de ses responsables d'Ergenekon, mais en même temps on ne comprend pas comment ça se passe en Turquie. On suppose aussi, malgré tout, que au plus haut niveau, ils étaient au courant. Est-ce que la police a pu cacher des choses de la tête de l'État? Comment ça se passait? Est-ce que Erdogan, est-ce qu'il y a des indications qui nous amènent vers une sorte de responsabilité au plus haut niveau? Ce que l'on sait, c'est que tout le monde savait et personne n'a empêché. Ça, c'est la certitude. Quand je dis tout le monde savait, la gendarmerie de Trabzon savait, parce que elle avait été elle-même informée par un indicateur. Un indicateur qui leur dit, écoutez, Yassine Ayal m'a demandé de lui trouver une arme avec des balles pour aller assassiner Hrant Dink. Et ça, on est en 2006, dans le courant de l'année 2006. Et le chef de la gendarmerie, Ali Euz, dit, t'occupe pas de cette affaire quand l'information lui remonte, par deux sous-officiers de renseignement de la gendarmerie, ne t'occupe pas de cette affaire, de toute façon, Yassine Ayal est sous notre surveillance. Donc la gendarmerie savait et n'a rien fait, et même suivait Yassine Ayal, et elle a suivi Yassine Ayal lorsqu'il s'est rendu au mois de juillet 2006, donc 6 mois avant l'attentat à Istanbul, pour repérer à la fois le domicile de Hrant Dink et les locaux du siège Agos. Ça, c'est au niveau de la gendarmerie de Trabzon. Au niveau du service de renseignement et de la police de Trabzon également. Il savait, puisque Eren Tunçel, qui est au cœur du dispositif de l'attentat, qui a préparé l'attentat avec Yassine Ayal et qui l'a préparé avec Ogun Samast, à son domicile même, était un agent de renseignement des services de la police de Trabzon. Donc il a informé effectivement de ce projet d'attentat. Et les services de renseignement de Trabzon ont transmis l'information aux services de renseignement d'Istanbul. Donc aujourd'hui, chacun se renvoie la balle. Trabzon disant, attendez, nous on a transmis l'information à Istanbul, c'était à Istanbul de faire le nécessaire. Et Istanbul répond, attendez, eux ils avaient l'information, c'était à eux d'arrêter les assassins, c'était pas à nous. Donc il y a un jeu de ping-pong par rapport à ça. Il y a également, et ça il faut aussi élargir la lecture de ce crime en amont dans l'affaire Ergenekon, parce que il y a aussi ce projet d'attentat, concrètement son arrêt de mort. Je pense que, et tout le monde le dit, en tout cas les commentateurs et les avocats de la famille Dink le disent, c'est son article sur Saimi Gökçen, la fille adoptive d'Atatürk, qui a déclenché son arrêt de mort. À partir de là, l'état-major a décidé, nous n'accepterons pas ce genre de déclaration. Hrant Dink a été convoqué à la préfecture par l'adjoint au préfet qui est responsable des minorités à Istanbul, et en lui tenant des propos à la fois mielleux et menaçants. Nous savons que tu n'es pas nourri de mauvaises intentions, mais fais attention à ce que tu dis. Là, on a arrêté à Bursa quelqu'un qui menaçait de mort le patriarche Mesrop, ça pourrait arriver à toi aussi. Et lors de cette réunion, il y avait 2 agents du MIT, dont l'identité, et ces agents du MIT ont bien évidemment entretenu et continué ces menaces, mais à aucun moment, malgré effectivement le risque qui pesait sur Hrant Dink, ils n'ont proposé et imposé même à Hrant Dink une mesure de protection. Donc on voit bien que de tout cela, si vous voulez, il y a une information totale et partagée. Pour revenir à votre question sur on ne comprend pas, puisque finalement Ergenekon c'était pour déstabiliser le pouvoir d'Erdogan, donc pourquoi
Erdogan n'a pas soutenu effectivement cette information et en tout cas ce lien avec Ergenekon. Ça fait partie effectivement du combat judiciaire qui a été mené par les avocats de la famille Dink, c'est de pouvoir joindre la procédure Dink avec la procédure Ergenekon pour remonter au commanditaire pour savoir exactement qui tirait les ficelles dans cet attentat. Et ça n'a jamais été accepté. 10 ans après, est-ce qu'on sait clairement qui est ou qui sont les commanditaires? Il n'y a pas de nom particulier ou unique à vous donner. Il y a simplement la prise de conscience, et ça nous l'avons même vécu en audience, puisqu'il y a un membre du JTEM qui a quand même témoigné, comme quoi même avant 2005, le JTEM organisé, donc ce réseau parallèle de la gendarmerie, qui est un des réseaux appartenant à Ergenekon, des surveillances contre Hrant Dink. Donc ce personnage a dit « je suis allé à Istanbul, j'ai fait des photos, j'ai photographié Hrant Dink, son local, sa maison, etc. » On savait qu'il allait se préparer quelque chose dès avant 2005. Donc il a été assassiné en janvier 2007. Et tout le monde, si vous voulez, avait le sentiment qu'il allait se passer quelque chose contre Dink. Et personne ne l'a empêché parce que ça faisait partie des choses que tout le monde acceptait. Alors, la FAJA que vous présidez, Armin Kumjian, à un moment donné, n'a pas pu suivre correctement les procès. Je me rappelle, à un moment, on disait, est-ce qu'on peut accéder, est-ce que vous avez eu, en tant que juriste, avocat français, des problèmes majeurs pour suivre et aider à ce procès? Non, avec le barreau de Paris, une mission d'observation judiciaire a été ouverte et engagée à la demande des avocats de la famille Dink en soutien à leur action, à leur combat. Et cette mission d'observation judiciaire a été entamée en avril 2009. La première audience a été chaude, c'est vrai. Elle a été un peu compliquée, mais après, si vous voulez, les choses sont rentrées dans l'ordre et nous avons pu suivre le procès jusqu'en 2012. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Ce que je peux vous dire, c'est que j'en profite, excusez-moi de cette petite publicité, mais pour vous dire que nous organisons lundi prochain, nous en parlerons bien sûr, une grande conférence sur justement le procès des assassins de Hrant Dink à la maison du barreau, au cours de laquelle Rajib interviendra, Sarah Koulou interviendra sur la partie relative à la liberté d'expression, mais il y aura surtout Raquel Dink qui viendra s'exprimer, et Hakan Bakırçoğlu, qui est effectivement l'avocat qui, à la suite de Fethiye Çetin, reprend effectivement le flambeau pour assurer la défense des intérêts de la famille Dink. Et là-dessus, vous aurez une projection totale sur le procès de 2007 à 2017 aujourd'hui, donc les 10 ans de procédure dans l'affaire Dink, où vous verrez effectivement tout ce revirement, toute cette projection, tout ce qu'on peut savoir et toutes ces implications au niveau le plus important et au sommet de l'État. Oui, je voulais revenir sur comment était le paysage politique à l'époque, parce qu'il a beaucoup changé en fait, le paysage politique turc entre le moment de l'assassinat de Hrant et maintenant. Au moment de l'assassinat, le pouvoir turc était bicéphale, c'est-à-dire qu'il y avait le Premier ministre qui était de l'AKP, un président qui a été quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de pouvoir et qui était qui était kémaliste, et il y avait le Haut Conseil, je me rappelle plus exactement la dénomination, mais il y avait le Haut Conseil militaire qui avait des fonctions des fonctions particulières et très fortes, et notamment qui avait un regard sur ce que faisait sur le président de la République. Et donc le fait de rentrer en Europe, la perspective de rentrer en Europe commençait à remettre en question ce Haut Conseil militaire, et notamment il était question à ce moment-là, c'était vraiment le débat profond qu'il y avait dans la société turque, c'était l'élection présidentielle. Je m'en souviens très bien, c'est-à-dire est-ce que qui allait remplacer ce président kémaliste? Est-ce que ça allait être quelqu'un de l'AKP? Ce qui aurait fait, pour la première fois, diriger le Haut Conseil, superviser le Haut Conseil militaire par quelqu'un qui n'était pas kémaliste.
Et donc c'était cet enjeu-là qui était très fort. On sait par la suite que ça a été Abdullah Gül qui est devenu président de la République en Turquie, et les choses ont commencé à changer, etc. Mais dans cette lutte-là, on peut pas exclure que les minorités, et Hrant en particulier, aient été des pions, leur oppression, comme il y a eu contre les missionnaires, etc., était une instrumentalisation de cette lutte entre l'AKP et le pouvoir militaire. Parce que on peut pas non plus estimer que la Turquie soit un pays où si centralisé que ça à cette époque, où même si des corps de gendarmerie sont impliqués, c'est que tout remonte à tout le monde, quoi. On a vu je me rappelle que Erdogan, a dit à ce moment-là, lorsqu'il y a eu l'attentat, il a dit c'est une balle tirée dans la démocratie, que quelque part on peut interpréter comme étant c'est un attentat qui est dirigé contre mon pouvoir, mais il y a eu le déclenchement du procès Ergenekon. En plus de ces assassinats et de ces prises d'otages de missionnaires, il y avait aussi des grandes manifestations sur la laïcité à l'époque, organisées par les kémalistes, qui prétendaient la laïcité, mais qui étaient des manifestations nationalistes anti-AKP. Et tout cela a conduit au procès Ergenekon. Et soudain, à l'intérieur de ce procès, parce que ce procès s'est fait sous l'égide, à cette fois-ci, d'une présidence AKP, à l'intérieur de ce procès, il y a eu un changement. Et que ce procès qui a démarré pour le démantèlement des cellules de l'État profond, a tout d'un coup s'est reviré. De l'extérieur, tout laisse à penser qu'il y a eu un deal, à un moment donné, entre Erdogan et une partie de l'armée. Et que ce deal a fait que certains dossiers ont dû être escamotés, et notamment celui de Hrant Dink. Rageb Zarakolu, est-ce qu'on peut penser que finalement, ça a été dit tout à l'heure, l'assassinat de Hrant Dink a apporté beaucoup de préjudice à la Turquie elle-même, même à ceux qui ont souhaité cet assassinat, mais au final, est-ce que cet assassinat était dans l'intérêt de tous, à la fois d'Erdogan pour mettre en avant le fait que regardez les autres, ce sont des assassins, ils sont contre la démocratie et la liberté, et puis pour les premiers, c'était Ergenekon et compagnie, c'est de dire que nous allons faire taire tous ceux qui osent toucher à la dignité de la Turquie. Est-ce que cela était dans l'intérêt de tous, finalement, d'assassiner Hrant Dink? Sizce bu Hrant Dink'in ölümü Türkiye'yi yani nasıl Türkiye'yi nasıl etkiledi? Bu ölüm Hrant Dink'in öldürülmesi Türkiye'deki bütün herkesin işine geldi mi? Mesela Erdoğan'ın nasıl işine yaradı Hrant'ın öldürülmesi ya da Ergenekon'un herhangi bir işine yaradı mı Hrant'ın öldürülmesiyle? Ne kazandılar onlar? Evet, Hrant Dink'in öldürülmesiyle birlikte beklenmedik bir vicdan patlaması oldu Türkiye'de. Bu öldürenlerin de Erdoğan'ın da beklemediği bir şeydi. Hrant Dink'in öldürülmesi Türkiye'de geleneksel laik çevrelerle laik milliyetçi çevrelerle siyasal İslam arasındaki iktidar kavgasının tam ortasına düştü ve aslında Hrant Dink'in öldürülmesinde hepsinin bir suç ortaklığı var. Şöyle de diyebiliriz, bu suç ortaklığı Ermeni soykırımı konusu gündeme geldiğinde, Kürt sorunu gündeme geldiğinde derhal oluşmaktadır. Bugün Garopaylan'a saldırılırken CHP, AKP ve MHP'nin birlikte saldırdığını görüyoruz. Yani bu Türkiye'de bir anlamda ulusal bir mutabakat. Ve Hrant Dink'in öldürülmesi de bence ulusal bir mutabakatın, ulusal bir anlaşmanın sonucudur. Bu sistemin temelini oluşturmaktadır zaten. Fakat Hrant Dink'in öldürülmesi
bu iktidar oyunu içinde o vicdan patlamasıyla belki o zaman planlanan bir darbenin gerçekleşmesini engellemiştir. Yani tam istedikleri etkinin tersini yaratmıştır. Ve bu Türkiye'deki demokratik çevrelere de cesaret vermiştir bu vicdan patlaması. Yani liberalinden solcusuna, solcusundan Kürdüne, herkes, Alevisine, herkes bu cinayete hayır demiştir. Evet. Kabullenmemiştir. Böylece de bu 2010 geçen yıl planlanan darbe belki 2007'de yaşanacaktı bu cinayet olmasaydı. L'assassinat de Hrant Dink a eu comme effet une explosion des consciences en Turquie. Les milieux laïcs nationalistes en Turquie, l'assassinat de Hrant Dink a été pensé aussi bien par les nationalistes laïcs et l'islam national en Turquie. Ils sont tous coupables dans l'assassinat de Hrant Dink. Ils sont coupables dans le sens, à l'époque, pendant le génocide arménien, et quand il s'agit de la question kurde, ils sont tous impliqués également, que ce soit les milieux laïcs nationalistes et les milieux islamistes turcs. Donc, comme on voit aujourd'hui dans la situation de Garo il y a pas longtemps, ils sont tous impliqués, aussi bien l'AKP, le CHP et le MHP. Ils se donnent la main, ils agissent la main dans la main. C'est ce qui s'est passé dans l'assassinat de Hrant Dink aussi. Il y a un accord, un consensus autour de cet assassinat. Et aussi, il a dit également que un coup d'État qui devait être réalisé en 2007 a été retardé de 10 ans avec l'assassinat de Hrant Dink parce qu'ils n'ont pas osé le réaliser, ce coup d'État, et ça n'a été effectué que l'année dernière, enfin un coup d'État qui n'a pas eu lieu. Belki bu size bir abartı olarak gelebilir ama gerçekten Hrant Dink cinayeti Türkiye'yi derinden etkilemiştir ve güçler arası denge de çok başa baş olduğu için bütünüyle politik ortamın değişmesine neden olmuştur. Cela peut vous paraître une exagération, mais réellement l'assassinat de Hrant Dink a eu un impact très important en Turquie. L'équilibre entre les différentes forces a éclaté en quelque sorte. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est sur le présent et l'avenir de la Turquie. On voit ce qui s'est passé après ce putsch raté, les élections et l'avancée du HDP. Aujourd'hui, l'interpellation, l'emprisonnement des responsables de l'AHP. On voit comment les chefs de ce parti, kurdes ou pro-kurdes, ont Demirtas qui prend 146 ans de prison. En tout cas, c'est le procureur qui demande plus que 2 décennies de prison pour ces responsables politiques. Selon vous, quel est le climat entre la période de l'assassinat de Hrant Dink et aujourd'hui? Est-ce que vous, les activistes, les intellectuels, même les hommes politiques, doivent avoir aujourd'hui plus peur que en 2007? Şimdi Türkiye'deki şimdiki zamanı ve geleceği ele alacak olursak, hani bu darbe planı da yani gerçekleşmedi. Şu anda HDP başkanları, eş başkanları hapisteler ve Selahattin Demirtaş için 146 yıl hapis isteniyor.
Şu andaki Türkiye'deki durum nedir diyor. Yani gerçekten siz aktivistler, aydınlar için bir korku gerçekten var mı şu anda Türkiye'de? Türkiye'de aslında 100 yıllık bir hesaplaşmanın sonucu yaşanıyor. Türkiye'de biliyorsunuz çok uzun bir anayasa kavgası verildi ki Ermeni toplumu da Türkiye'nin ilk anayasasında katkı sunmuştu yazımına. Yani padişahın yetkisini sınırlandıran ve daha sonra da 40 yıllık bir Abdülhamit dönemi gelmişti. Bugünkü Türkiye'nin modeli bir anlamda Abdülhamit modelini canlandırmaktır. Yani Türkiye'deki laisist modernleşme programı tamamen çökmüştür. Şu anda Ergenekon çevresiyle Erdoğan çevresi, MHP çevresi ittifak halindedir. Bunlar arasında da bir çatışmanın olması kuvvetle muhtemeldir. Fakat Erdoğan'ın projesi esas olarak teokratik bir İslam Cumhuriyeti'ni oluşturmaktır ve Abdülhamid'in aslında başlattığı siyasal İslam'ın siyasallaştırılmasının hayata geçirilmesidir. Bu gerçekleşecek mi bilmiyorum. Ama yapılmak istenen 2023'e kadar bunu açıkça deklare etmektedir. Türkiye'de bir çeşit teokratik, otokratik rejimin kurulması, bir çeşit Şii değil ama Sünni İslam Cumhuriyeti'nin ilan edilmesidir. Bu da Türkiye'deki aslında laiklerin büyük bir yenilgisi anlamına gelecektir. Alors, depuis 100 ans, il y a un processus qui est en marche en Turquie et Erdogan est en train de réaliser ce que Abdülhamit n'a pas pu réaliser en son temps. Actuellement, on lutte pour les modifications concernant la Constitution. Donc il y a un peu plus de 100 ans, au temps d'Abdülhamit, les Arméniens aussi avaient apporté leur soutien pour ce changement dans la Constitution. Ils avaient même aidé à l'écrire. Actuellement, en Turquie, donc c'est ce qui est en train de passer avec les modifications de constitution, les amendements, et il y a un consensus entre Erdogan, le réseau Ergenekon et le parti MHP des nationalistes. Il se pourrait qu'il y ait aussi une lutte entre ces trois partis. Je ne sais pas, peut-être que dans l'avenir c'est possible. Erdogan veut une république islamiste, théocratique. C'est ce que Abdülhamit avait commencé à l'époque et c'est ce que Erdogan veut continuer actuellement. Il veut restaurer l'islam et faire de la Turquie une république islamiste sunnie. Et ceci, c'est que ça veut dire que les laïcs n'ont pas réussi dans leur mission. Nordin Aprikian, avec vos entretiens, vos relations avec beaucoup de Turcs, d'ailleurs on en a vu également hier au Sénat à l'occasion de ce débat organisé par le groupe d'amitié France-Arménie au Sénat. Il y avait Garo Paylan, il y avait Ayşe Konusu, il y avait Ahmet İnsel et Cengiz Aktar. On voit des intellectuels non seulement qui parlent clairement du génocide arménien, mais qui parlent de liberté fondamentale, qui parlent de démocratie, de justice dans le pays. Est-ce que, en dehors de ces quelques personnes qu'on voit souvent à Paris, est-ce qu'en Turquie même, ces voix vont se taire?
On l'a vu avec l'arrestation de plein de journalistes, mais ça c'est le conflit qui a été évoqué tout à l'heure entre Erdogan et Fethullah Gülen. Mais au-delà de tout ça, des conflits politiques internes, est-ce que désormais vos amis, les gens que vous rencontrez, ont peur de continuer dans le chemin dans lequel peut-être Hrant Dink, mais aussi d'autres, les ont amenés? Bien sûr, parce que c'est le principe de la dictature qui commence à s'installer en Turquie, c'est de faire taire les voix divergentes et de leur faire peur. Donc c'est sûr que en Turquie commence à régner un climat difficile pour la presse et pour les intellectuels. Même Garo Paylan nous disait hier, jeudi, nous étions 1000 seulement au 10e anniversaire de Hrant Dink. C'est parce que les gens ont peur. Bien sûr, bien sûr. Mais pour revenir en dehors de la politique turque actuelle, mais pour revenir à l'héritage de Hrant, il a apporté quelque chose d'unique dans le monde arménien. Parce que c'est en cela où il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel dans l'itinéraire et la trajectoire de Hrant Dink, c'est qu'il a donné au monde arménien une portée universelle. C'est quand même bouleversant de voir que, par exemple, le mouvement HDP, qui est quelque part héritier de Hrant Dink, vous parliez de Demirtas tout à l'heure, c'est un peu entre le mouvement pro-kurde matiné de Hrant Dink, j'ai l'impression, ce mouvement-là. Il a quelque part un peu la pensée de Hrant Dink et aussi des manifestants de Gezi. Et on voit par exemple que la reconnaissance du génocide arménien est liée et cohabite avec la reconnaissance des minorités, mais également avec le mouvement gay et lesbien en Turquie, ce qui, honnêtement, ça ne serait pas venu à l'idée naturelle des mouvements de la reconnaissance de la cause arménienne traditionnelle. Ils n'y auraient pas pensé à celle-là. Et c'est fait naturellement et je trouve ça bouleversant de voir que en Turquie, la reconnaissance du génocide arménien maintenant est déterminée pour une partie de ce mouvement politique comme étant une clé, un verrou à déverrouiller pour accéder à une démocratie et qui est symbolique de l'oppression de beaucoup de minorités. Et en gros, Hrant a permis à la question arménienne d'atteindre une certaine universalité. Et qui lui manquait pour toucher non seulement les Turcs, mais également l'ensemble des non-arméniens. Et c'est une réflexion à laquelle qui manquait beaucoup au mouvement de la cause arménienne, et que quelque part on peut dire que l'exemple de la vie et aussi de la mort de Hrant a permis de franchir. Armin Kumcan, l'héritage, c'est quelque chose de fondamental parce que avec l'assassinat de Hrant Dink, vous l'avez dit tout à l'heure, la Turquie, finalement, elle a encaissé un résultat beaucoup plus lourd que ce qu'elle espérait. C'est même le contraire de ce qu'elle espérait. Justement, quel est l'héritage aujourd'hui? Et je souhaiterais que plus tard que vous nous répondiez aussi sur la suite du procès, mais d'abord l'héritage, l'impact de Hrant Dink pour vous. Pour nous, c'est quoi? C'est les Arméniens en général? Non, l'impact de Hrant Dink généralement. Pas pour les Arméniens, pas pour les avocats, généralement pour les Turcs, pour l'humanité. Qu'est-ce qu'il a laissé? Goran Afrikan vient de résumer ce qu'il a donné à la cause arménienne, mais pour l'humanité, pour la société turque, qu'est-ce qu'il en fait? Bon, il y a un côté un peu christique dans le personnage effectivement de Dink, c'est que effectivement sa mort a fait gagner son combat pendant 10 ans, 15 ans, avec la création d'Agos, il s'est battu pour un dialogue et il l'a fait, je dirais, dans la paix, dans l'ouverture d'esprit, dans la tolérance. Et la seule réponse que les nationalistes ont apportée à cette offre de dialogue, ça a été de l'assassiner. Et finalement, ça a convaincu beaucoup d'intellectuels turcs que Dink était dans la bonne voie et qu'il fallait faire quelque chose. Aujourd'hui, au sein de la société turque et
j'espère au-delà, en tout cas d'une partie de la société turque, d'une intelligentsia, parce qu'il faut pas quand même négliger effectivement toute cette partie de la société formatée par l'éducation qu'ils reçoivent, extrêmement nationaliste et raciste, au sein même des manuels scolaires à l'égard de tout ce qui est minorité, qui est présenté comme un ennemi de l'intérieur, mais au niveau d'une certaine partie de l'intelligentsia et de la société civile qui est bien consciente qu'il existe une histoire officielle, Dink leur a fait comprendre que on ne pourra pas étouffer cette question non seulement du génocide, mais des minorités, que dans ce pays il y avait des Kurdes, dans ce pays il y avait des Alévis, que il n'y a pas que des Turcs, une ethnie turque en Turquie, il y a aussi des minorités et l'héritage d'un passé qu'il faut respecter. Donc là-dessus, au niveau de l'identité turque, il a été quand même quelqu'un d'important. Et là-dessus, Golun, j'acquiesce à son propos. Il y a dans la dynamique du parti HDP, même si c'est un parti effectivement à l'origine pro-kurde, un élargissement de son combat à toutes les minorités qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Donc ça, c'est un message important. Alors, le procès. Aujourd'hui, vous nous avez décrit un peu le processus, mais où en sommes-nous ? Et sur le plan technique, juridique, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Alors, il y a eu jusqu'en janvier 2012, je dirais, une première procédure qui a abouti à la condamnation de Gün Samas à 23 ans de prison. Gün Samas, c'est le jeune mineur de 17 ans qui a tiré sur Hrant Dink, et Yasin Ayal a une peine à perpétuité, et puis un troisième accusé mineur qui a quand même pris 12 années d'emprisonnement. Cette partie du procès a été partiellement cassée par la Cour de cassation en 2013. Et l'affaire est revenue pour 8 des prévenus, la Cour de cassation disant la Cour d'assises s'est trompée, il y avait une organisation derrière ce crime, alors pas nécessairement terroriste, parce que je vous passe de toutes les qualifications juridiques, mais la qualification d'organisation terroriste voudrait que l'État soit la victime de cet assassinat, et en tout cas de ce trouble, et ce qui n'est pas l'interprétation de la Cour de cassation, mais en disant il y a quand même des choses qui n'ont pas été creusées, donc il a cassé partiellement le jugement. Après, la procédure pénale turque est quand même assez particulière, puisque il y a différentes enquêtes qui s'accumulent, qui s'additionnent. Et il y a eu des enquêtes parallèles qui ont été ouvertes, notamment suite à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, dans l'affaire Dink, a doublement condamné la Turquie. D'une part parce que il avait été condamné pour atteinte à la turcité, et elle a considéré que c'était une atteinte à la liberté d'expression, et deuxièmement parce que la Turquie n'avait pas assuré le droit à la vie de Hrant Dink, en stigmatisant l'attitude des forces de police qui ont laissé faire l'assassinat, et en stigmatisant l'enquête policière et l'instruction qui a été faite de cette affaire par la justice turque, en disant finalement vous n'avez fait que protéger les policiers qui sont impliqués dans cet assassinat. Suite à ça, une enquête a été ouverte. Alors on a longtemps pensé que c'était une enquête qui n'allait rien donner, comme en France au Parlement on ouvre des commissions quand on veut non pas résoudre un problème mais l'enterrer. Et c'est ce qui était un peu la vocation de cette enquête parallèle et de d'autres enquêtes, d'autres plaintes qui avaient été effectivement déposées par la famille Dink, sauf qu'il y a eu un renversement en 2014, et c'est là où, encore une fois je reviens à la présentation générale que j'avais fait de ce procès, savoir l'influence du politique, et là-dessus, décembre 2013, c'est Erdogan qui déclare la guerre à la confrérie Gülen, et à partir de là, il y a certainement un lien dans le rebondissement de l'enquête dans l'affaire de l'assassinat de Dink avec cette guerre contre le réseau Gülen, puisque un procureur a pris en charge le dossier, il l'a traité sérieusement, a mis en cause 26 fonctionnaires de police, de gendarmerie, des renseignements généraux, et le procès avance comme ça. Il y a quand même eu 4 mises en détention, dont
détention préventive, dont Ramazan Aykuriek, qui était à l'époque chef des renseignements généraux à Trabzon et qui a été après chef des renseignements à Ankara, notamment des membres de la sûreté qui étaient parfaitement informés de l'assassinat de Dink, et notamment l'un, Muhittin Zenit, qui 1h47 après l'assassinat de Dink appelé Hrant Tunçel pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé là. Il n'était pas prévu que la personne qui devait tirer, c'est quoi ce plan, la personne qui devait tirer devait se faire arrêter sur place. Et là, a priori, il était en fuite. Donc, on voit que là-dessus, il y a quand même des choses qui ont été faites. Il y a des avancées très importantes, même si c'est toujours, effectivement, il y a une part d'instrumentalisation. Personne n'est dupe. Mais ça permet à l'enquête, à la vérité, effectivement, de se manifester. Et ça permet, effectivement, à nous qui sommes les observateurs de cette procédure et à la famille qui est effectivement la première des victimes d'en savoir un peu plus sur le contexte général et l'implication des personnes qui sont dans ce procès. Ragab Zarakolou, vous avez fait la prison avant tout le monde, j'allais dire. Vous avez fait la prison récemment encore parce qu'on vous a accusé avec votre fils d'appartenir à une organisation terroriste parce que quelque part vous avez donné une conférence dans l'est de la Turquie dans une réunion avec des Kurdes, donc considérés proches du PKK. Quelle a été votre vie de prison? Qu'est-ce qui vous a marqué pendant toutes ces années de prison? Est-ce que c'était des moments, on peut l'imaginer, très difficiles au point de tout abandonner? Ou est-ce que la prison vous a renforcé dans votre conviction? Defalarca hapise girip çıktınız. Herkesten önce hapis yattınız siz. Henüz yeni sayılabilir bir konferanstan dolayı oğlunuzla birlikte hapise girdiniz. Hatta ülkenin doğusunda bir konferans verdiğiniz için, Kürtlerle ilgili bir konferans verdiğiniz için ve PKK'ya yakın olduğunuzdan dolayı hapsiniz istendi. Hayatınız çok zor oldu tabii. Hapise girdiniz, çıktınız. Yani size cesaret veren ne oldu bu durumda? Herhalde en önemlisi bir İnsan olarak, bir aydın olarak onuruna sahip çıkmak. Yani baskı rejimi karşısında susmamak. Bu aynı zamanda bir onur kavgası. Şu anda da yeni bir mahkemeyle karşı karşıyayım. Şu anda istenen, benim hakkımda istenen hapis cezası, Aslı Erdoğan'la aynı davadayım. Müebbet hapis. Aslında devlet açısından baktığımızda belki de hayat boyu verdiğim mücadeleden dolayı böyle bir ceza istiyorlar. Yasal olarak, legal olarak hiçbir gerekçe yok bunun için. Donc en tant qu'un être humain, en tant qu'intellectuel, il faut d'abord que je prenne conscience de mon honneur, que je donne une lutte pour l'honneur, que je sois contre l'oppression. C'est pour ça que j'ai lutté toute ma vie. Donc il faut savoir qu'actuellement il y a un nouveau procès contre moi dans lequel donc dans ce procès il y a également Aslı Erdoğan. Et on veut contre moi un emprisonnement à perpétuité. Et donc c'est peut-être parce que cette perpétuité concerne parce que j'ai lutté toute ma vie contre l'oppression. 93 yılında Ermeni soykırımını gündeme getirdiğimizde bu sadece etik bir misyon değildi. Aynı zamanda soykırımın devam ettiğini göstermek ve soykırım tehdidini sürdüğünü devam ettirmek amacını taşıyordu. Yeni soykırımları önlemeyi amaçlıyordu. Bugün Kürt sorunu da Osmanlı İmparatorluğu'nun bize bıraktığı bir miras ve Kürt halkı da
Ermeniler gibi farklı devletler arasında bölünmüş bir halk. Ermenistan, Batı Ermenistan, Doğu Ermenistan iki devlet arasında bölünmüştü. Bugün de Kürdistan'a baktığımız vakit Arap, İran ve Türk ulusal devletleri arasında bölüşülmüş trajik bir coğrafya. Bugün Kürt halkının, özellikle Türkiye ve Suriye'deki Kürt halkının ciddi bir etnik arındırma, deportasyon, umarım gerçekleşmez, soykırım tehdidi altında olduğunu söyleyebiliriz. Ve Suriye'de yaşananlar, Irak'ta yaşananlar adeta 1915'in eksik bıraktıklarını tamamlamak gibi bir görünüm aldı. Biliriz bu gerçekleşmez ama dünyada bunun farkındalığını sağlamak lazım. Bugün Orta Doğu coğrafyası en ciddi etnik arındırma, soykırım tehdidi altında olan bölgedir. Lorsqu'en 1993, on a parlé, on a mis à l'ordre du jour le génocide arménien, c'était pas seulement une mission éthique, c'était pour empêcher la réalisation de nouveaux génocides. Et donc la question kurde, tout comme la question arménienne, c'est ce que l'Empire ottoman nous a légué. Donc le Kurdistan est divisé entre le Kurdistan, entre la Syrie, l'Irak et celui de la Turquie, tout comme l'Arménie à l'époque était divisée entre l'Arménie occidentale et l'Arménie orientale. Le peuple kurde est menacé de nettoyage ethnique. Il y a également une menace de génocide maintenant pour les Kurdes. Ce qui n'a pas été fait en 1915, c'est comme si on voulait le conclure actuellement. Et le Moyen-Orient, dans le Moyen-Orient, il y a la crainte que des génocides soient mis, reviennent à jour encore une fois dans le Moyen-Orient. Armin Kumjian, Coordinateur Perkian, Raghup Zarakolu n'a pas attendu les années 2000 de la libération de cette liberté d'expression qui, certes, a permis à beaucoup de parler en Turquie. Si on fait une comparaison, je ne sais pas si elle est juste ou pas. Nelson Mandela, 25 ans de prison. Mais en dehors de cette comparaison avec le nombre d'années d'emprisonnement, mais cette audace, le fait de vouloir lutter pour la justice, la vérité historique et la démocratie, on est face avec Raghup Zarakolu à Nelson Mandela. Je ne vois pas de différence entre cet homme et Mandela. Quelle différence y a-t-il? Même si on parle beaucoup au niveau international de Mandela et beaucoup moins de Raghup Zarakolu, mais on est face aujourd'hui autour de cette table à un homme d'une grandeur exceptionnelle. Non, c'est sûr, c'est un grand monsieur. Je lui disais tout à l'heure que, en fait, moi j'avais été très influencé par une phrase qu'on m'avait rapportée de lui. Lorsqu'il était passé, il m'a dit, c'était il y a 20 ans, il était venu à la radio ici il y a 20 ans de ça. Et j'avais entendu cette phrase où on le remerciait, les Arméniens le remerciaient de tout ce qu'il faisait pour les Arméniens. Et il avait répondu, mais je le fais pas pour les Arméniens. Je le fais, je suis turc, j'aime mon pays, et je le fais pour que mon pays aille de l'avant. Et moi, ça m'avait bouleversé cette phrase, parce que ça montrait ce que peut être le vrai patriotisme, c'est-à-dire quelque chose qui a vraiment fait avec le cœur, et qui veut que sa nation soit la meilleure possible. Armin Kumjian, vous êtes Écoutez, bien impressionné, évidemment, certes. Zarakolu, effectivement, est un personnage immense. C'est un précurseur en Turquie dans effectivement la revendication des droits des minorités. Je ne sais pas si la comparaison avec Nelson Mandela est la plus juste. Je dirais que c'est injuste. Voilà, c'est Raghup Zarakolu est injuste.
Merci Armin Gümcan, président de l'AFAJA. Rappelez-nous pour le débat au barreau de Paris et comment s'inscrire aussi. Alors, se tiendra donc lundi prochain de 14h à 18h une grande conférence sur justement l'affaire Hrant Dink, une justice impossible, qui se tiendra à la Maison du Barreau. Donc, c'est à Paris, derrière le Palais de Justice, au 2-4 rue de Harlay, dans le 1er arrondissement de Paris. Donc, vous pouvez y aller une demi-heure à l'avance, à 13h30, comme ça vous vous inscrirez sur place, parce que je pense que les inscriptions maintenant sont un peu tardives. Il y aura à cette conférence Raquel Dink. Ce sera son intervention directement d'Istanbul pour cette conférence. Il y aura également Hakan Bakırçoğlu, qui est cet avocat qui succède un petit peu à Fethiye Çetin dans la défense de la famille, des intérêts de la famille Dink. Rajib Zarakolu également sera présent pour nous parler effectivement des questions de liberté d'expression. Le représentant Asie-Europe de Reporters sans frontières RSF, Johan Bir également sera présent, et bien évidemment, écoutez, les bâtonniers, les avocats qui ont participé aux missions d'observation judiciaire en Turquie, au procès Dink et même à d'autres, puisqu'il y a des confrères avocats qui ont été également incarcérés, notamment pour avoir défendu des Kurdes, et qui ont été effectivement mis en détention, un peu comme Zarakolu dans sa seconde ou sa dernière arrestation dans l'affaire KCK, où ses avocats avaient défendu Suat Öcalan, et eux, les intellectuels, avaient donné des cours dans des universités spontanées auprès des Kurdes. Donc voilà un peu le panel des personnes qui interviendront, et c'est lundi prochain à partir de 14h. Merci Armin Gümcan, merci également à Gorun Apritian, co-auteur non seulement de Phosphore, mais aujourd'hui, comme c'est le 10e anniversaire de l'assassinat de Hrant Dink, et vous avez dédié, en tout cas, vous relatez des séquences de la vie et des idées de Hrant Dink à travers cette pièce. Merci Ragıp Zarakolu. Quels sont vos plans aujourd'hui? Est-ce que vous avez des plans en dehors ou dans le monde de l'édition? Qu'est-ce que vous publiez? Quels sont vos projets à venir? Teşekkür ediyor ilk başta ve gelecek için projeleriniz nedir? Mesela kitap falan yayınlayacak mısınız gelecekte de? Devam ediyoruz. Gerçek hakikat için çalışmaya. Benim kendi başlattığım bir çalışma var. O da Ermeni reformuyla ki başarısız oldu biliyorsunuz. 1914 Ermeni reformu projesiyle Türkiye'deki barışçıl Kürt sorunu çözümü projesinin çöküşü arasında bir karşılaştırmalı araştırma yapıyorum ve burada uluslararası yapılanmanın sorumluluğu, uluslararası devletler arası sistemin sorumluluğunu karşılaştırma Ermeni sorunuyla ki Ermeni reformu derken Ermeni reformu uluslararası bir güvence altındaydı. Bugün de Kürt sorunu ciddi bir tehdit altında, özellikle Türkiye'de bir karşılaştırma yapmayı düşünüyorum. Bir çalışma yapıyorum. Özellikle uluslararası güçlerin bu sorunların çözülmeyişindeki rolü üzerine. Donc je continue à travailler pour la justice et pour que la justice et la réalité, pour que la réalité soit mise à jour, les vérités soient mises à jour. Donc actuellement, je suis en train de travailler à titre personnel. Je fais des recherches sur la ressemblance entre le projet des réformes arméniens de 1914 et le projet pour la paix kurde qui a eu lieu actuellement, et ça n'a pas eu lieu, ceci. Donc je suis en train de faire une recherche sur le rôle des États internationaux pour que ce projet de paix kurde soit avorté. Quel est le rôle des États au niveau international?
Merci beaucoup Ragab Zarakolou. Rappelons que cette émission Carte sur table était dédiée et consacrée à Hrant Dink à l'occasion du 10e anniversaire de son assassinat. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.